Harcèlement. Le cyberharcèlement est devenu un problème croissant. Dans cet épisode, nous explorons les mécanismes du cyberharcèlement, ses conséquences et les outils pour éduquer les jeunes à une utilisation responsable des médias. L'invité, Morgane, partage son expérience sur la sensibilisation à ces dangers et les initiatives pour prévenir ces comportements. Bonjour Morgane. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, ça va, merci. On y va ? Oui, on y va. D'après vous, quels comportements en ligne peuvent être considérés comme du cyberharcèlement ? Tout ce qui est déjà identifié, les commentaires sous les photos, les posts, quel que soit le réseau social, enfin surtout Instagram, TikTok, ce qui concerne les jeunes, tous les commentaires qui pourraient être répétitifs, puisque dans le harcèlement, on a cette notion de répétition. Pour que ça soit du harcèlement, il faut que ça revienne de la même personne et qui soit agressif, insultant. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est ce que je considère comme du cyberharcèlement. Après, ça, c'est tout ce qui est visible. Et tout ce qui n'est pas visible se caractérise pour moi de la même façon. Quelque chose qui revient régulièrement et qui soit insultant, dénigrant, discriminant. Très bien. Comment éduquer les jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux de manière responsable ? Moi, je pense que d'abord, il faut respecter la loi, c'est-à-dire que la majorité numérique a été mise à 15 ans. Elle était, il y a encore un an ou deux, à 13 ans. C'est pas pour rien. C'est également ne pas leur fournir les outils comme un smartphone, un iPhone, qui leur permettrait d'aller sur les réseaux sociaux avant cet âge-là, même si c'est dur et qu'il faut tenir. Là, c'est la responsabilité des parents ou des tuteurs, mais en tout cas de ne pas céder à ça. Ça, c'est la base, en fait. À partir du moment où ils n'ont pas de smartphone et d'iPhone et qu'ils ne peuvent pas aller sur les réseaux sociaux. Alors après, il y a c'est des malins et ils vont aller sur la télé pour peu elle donne accès à YouTube ou autre chose. Ils vont aller sur des tablettes à la maison. Il faut vraiment avoir le contrôle parental. Ça, c'est du côté des parents. Après, sur l'éducation des enfants, les mettre en garde contre les dangers. C'est-à-dire leur expliquer que ne serait-ce que poster une photo, à partir du moment où elle est sur Internet, elle restera à vie. Et ça peut demander du temps, des moyens techniques et de l'argent que de les faire supprimer. Que leur rappeler aussi, il y a des études qui montrent que la France est le 3e pays en termes d'hébergement de pédocriminalité sur Internet, et leur expliquer qu'il y a des gens malveillants qui utilisent leurs photos à des fins dégueulasses, et même si c'est violent pour eux de l'entendre, il faut qu'ils l'entendent. Mais là aussi, il faut prévenir les parents, parce que ce sont les parents surtout qui peuvent mettre des photos de leurs enfants sur Internet. Leur expliquer aussi, en tout cas moi c'est l'un des arguments que je peux avoir, c'est leur dire on ne fait pas aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Donc un commentaire désagréable, on n'a pas envie de le recevoir, donc on en fait autant, on ne commente pas. Moi je leur dis carrément de ne pas commenter, que ça sert à rien de ne pas commenter, mais même si c'est en positif. Qu'il faut se retenir de commenter, que ça peut on peut vite tomber dans une boucle infernale où il y a des réponses et on veut répondre, etc. C'est se retenir de commenter, ne pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie de subir, et puis de leur expliquer les dangers, quoi. Et puis leur expliquer aussi que c'est tellement facile derrière un écran d'être désagréable, de se cacher derrière un pseudo et d'aller harceler ou d'aller insulter les autres derrière un écran. C'est vraiment
une preuve d'une grande lâcheté, en fait, et je suis pas sûre qu'ils aient envie qu'on les traite de lâches, quoi. Après, c'est compliqué, hein, ils écoutent pas forcément, ou en tout cas, moi, je sais que sur le commentaire, de dire faut pas commenter, c'est trop dur, on n'y arrive pas. Ok. Mais la base, c'est ne pas les outiller avant 15 ans. Et c'est dur, mais il faut tenir. Il faut mettre un contrôle parental. C'est un peu facile, je trouve, d'aller montrer du doigt les enfants, les jeunes, qu'ils soient harcelés ou harceleurs, parce que le ou la harcelé peut-être montrer du doigt en disant bah ouais, mais il fallait pas être sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Si on prend pas nous nos responsabilités d'adultes en disant non, ou de parents, il n'y a pas de smartphone, d'iPhone avant 15 ans. Donc ce qui limite quand même l'accès aux réseaux sociaux. Mais vu la société actuelle, beaucoup de parents privilégient quand même les smartphones pour pouvoir... Ah mais c'est leur problème. Après, moi je connais aussi beaucoup de parents qui tiennent, et des enfants encore qui rentrent au collège sans portable ou qui ont un portable à clapet là et c'est le problème des parents après, c'est-à-dire que si ça devient aussi le problème des enfants. Effectivement, la société aussi, elle nous demande d'acheter des Nike, hein, que les enfants veulent des Nike parce que c'est la mode. Expliquer à un enfant comment sont fabriqués les Nike, c'est aussi du ressort de l'éducation, et de dire il y a d'autres marques qui sont tout aussi bien, tout aussi à la mode, qui ont une fabrication différente, plus respectueuse de l'être humain et de l'environnement. Après, c'est effectivement facile à dire, hein, je le reconnais, mais au moins de leur mettre ça en tête, ça peut peut-être faire aussi son chemin, et à un moment, on peut, c'est à nous de jouer ce rôle-là. Faut pas être, c'est pas démissionnaire, mais il faut tenir bon. Et ouais, je sais que c'est compliqué, hein, mais il faut tenir bon. Très bien. Pouvez-vous nous expliquer ce que met en place Canal B pour faire de l'éducation aux médias ? On met en place, déjà on a créé un poste pour ça. C'est-à-dire que moi, mon poste, il est dédié à l'éducation aux médias, à 80%. On a mis en place un créneau de diffusion aussi d'émissions qui sont faites par les élèves. Alors c'est surtout des collégiens, lycéens. Et moi, dans les ateliers, je prévois toujours au moins 2 heures à leur expliquer comment, notamment, fonctionne la presse, mais on en arrive très vite en fait à parler réseaux sociaux, parce qu'ils demandent, ou s'ils ne le font pas, c'est moi qui leur demande, s'ils considèrent qu'on peut s'informer sur les réseaux sociaux. Donc voilà ce qu'on a mis en place. C'est un poste qu'on a créé il y a plusieurs années, hein. On a commencé en 2016, on a créé le poste en 2018. Et pour une petite structure comme la nôtre, ça a demandé des efforts, quoi. Mais en tout cas, on le fait, c'est notre mission. Très bien. Et comment les jeunes peuvent s'inscrire justement à Canal B, justement pour participer à des ateliers ? Ça, ils ne peuvent pas s'inscrire. C'est les enseignants qui font la demande d'ateliers. C'est les responsables de structures socio-culturelles, socio-éducatives. C'est pas les jeunes qui peuvent venir en disant moi je veux faire de l'éducation en médias. C'est parce que d'abord ça demande du financement, donc il faut, derrière nous on a des financeurs qui sont la région, au travers de la DRAC, on a le département d'Ille-et-Vilaine, on a le Pass Culture, donc le ministère de la Culture, et ces financeurs-là réclament des dossiers, et les dossiers sont remplis par les adultes, par les enseignants notamment. Très bien. Quelles sont les meilleures façons de sensibiliser les élèves à l'impact psychologique du cyberharcèlement, à la fois pour les victimes et les auteurs ? Je pense que le témoignage, c'est quelque chose qui peut être pas mal. De voir arriver des gens qui soit ont été harcelés, soit ont été harceleurs, parce que ça aussi, c'est intéressant de voir comment un harceleur fonctionne. On dit, c'est pas moi, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est dit que les
les harceleurs sont souvent des anciens harcelés ou des enfants qui ont des problèmes, des soucis chez eux ou par ailleurs. Je pense que le témoignage, c'est quelque chose de pas mal, voire de très bien. Après, j'en reviens toujours aux mêmes choses, mais essayer de leur faire prendre conscience de ce que ça peut être, à la fois de harceler, c'est-à-dire l'énergie qu'on va dépenser à aller insulter quelqu'un. Il vaut peut-être mieux aller faire un foot, sortir dehors, aller taper dans je sais pas quoi, un ballon pour se défouler ou chanter très fort ou crier, plutôt que de faire mal à quelqu'un, parce que c'est ça aussi, c'est la notion de est-ce qu'on a envie de faire mal à quelqu'un. Alors parfois oui, on est, je sais pas, on s'en prend à quelqu'un parce que cette personne nous a aussi fait quelque chose ou inconsciemment. Et du côté des personnes harcelées, c'est très très dur, mais essayer de leur faire comprendre que ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement facile d'être derrière un écran, derrière un pseudo, et que souvent ces gens-là, les harceleurs, quand on les découvre, c'est souvent des gens donc qui ont des problèmes et qui vont se déverser leur haine et surtout leur mal-être derrière l'écran, et donc essayer de leur faire comprendre aux harcelés que ça n'a aucun intérêt d'y porter attention. C'est très dur, ça, de pas être heurté par des propos désagréables, et ouais, essayer de les mettre dans la configuration de si tu reçois des messages dégueulasses, comment tu réagirais. Moi, j'avoue que c'est pas non plus un sujet que j'aborde forcément avec eux. Moi, je dis plutôt aux adultes de se méfier de certaines choses, notamment les groupes classes qui sont créés sur WhatsApp ou Instagram, qui ne regroupent que des élèves. Et ça peut arriver très tôt, 6e, 5e, ils créent des groupes classes pour échanger des infos sur les devoirs ou autre chose. Et ça peut vite devenir des lieux où il y a du cyberharcèlement. Et là, c'est aux adultes de veiller à ça, d'expliquer qu'on ne crée pas un groupe classe sans qu'il y ait un adulte dedans ou avant un certain âge, avant le lycée. Moi, je l'ai vu, ça, un début de cyberharcèlement sur une réflexion. Et là, les groupes classes, ouais, les parents sont pas forcément au courant, les enseignants, je pense, un peu plus normalement. Mais ouais, leur expliquer qu'on ne crée pas un groupe classe. Après, pour revenir vraiment à la question, moi, je pense que le témoignage, ça peut avoir son impact, ouais. Et par rapport à ce que vous disiez, c'est les enseignants qui sont plus au courant. Peut-être que c'est aux enseignants de dire dès le départ, ne créez pas des groupes WhatsApp si je ne suis pas dedans ou un autre responsable de l'établissement. Ouais, alors là, j'avoue que je sais pas. Moi, je trouve que les enseignants, on leur demande déjà beaucoup de choses. De prendre en charge beaucoup de choses en dehors de leurs cours. Déjà, faire cours, ça devient parfois compliqué de suivre un programme. Pourquoi pas effectivement dire on sait que vous créez des groupes classes, on n'est pas d'accord, et aussi prévenir les parents aussi. Ça c'est sans doute du ressort des chefs d'établissement de faire un mot sur Pronote, sur Toutatis chaque année en disant attention au groupe classe, en interpellant les parents. Après ça peut être super un groupe classe quand il n'y a pas de cyberharcèlement dedans. Mais moi, c'est un des derniers trucs dont je me méfie. Ça se trouve, il y a d'autres choses qui ont été créées depuis, mais moi, c'est le dernier truc que je connais et dont je me méfie vraiment. Des 30 gamins qui sont sur le même... c'est pas des copains, c'est des camarades de classe. Donc, ils se sont pas forcément choisis, qui sont sur un même groupe. Ça me paraît compliqué d'éviter les dérapages. Oui. Alors, auriez-vous une anecdote à raconter où vos ateliers d'éducation aux médias ont un impact positif sur la lutte du cyberharcèlement ? Il m'est arrivé de recueillir la parole d'élèves tout à fait en off à la fin d'ateliers, ou de sentir qu'au bout de 10, 20 heures d'atelier, certaines langues se déliaient auprès des
des profs plutôt, mais c'est pas non plus systématique. C'était pas du cyberharcèlement, mais je sais que dans une classe de 3e, il y a 2 ans, au bout de 15 heures, 20 heures, 15 heures on va dire d'atelier, les filles ont pris la parole pour... c'était pas du cyberharcèlement, mais elles ressentaient ça comme du harcèlement sur le comportement des garçons en classe qui les interrompaient, qui les laissaient pas parler. Et elles ont pris la parole vraiment sur le dernier atelier pour dire, en fait, on en a ras-le-bol, quoi, de pas pouvoir parler, d'être interrompu, d'être moqué. Là, c'était vraiment une des rares fois où, avec l'enseignante, on a eu vraiment un sentiment de soulagement qu'elles osent enfin parler. Après, je sais que, certaines fois, les langues peuvent se délier, mais c'est plus après auprès des enseignants. J'ai pas d'exemple précis autre que cela. Mais malgré tout, les jeunes parlent. Même si ça met du temps, elles se sentent confiance pour pouvoir aussi dire ce qui n'allait pas. Ouais, là, ça a mis du temps, hein. C'était la dernière séance. Et je pense qu'elles étaient en confiance parce qu'on était là avec l'enseignante et qu'on avait abordé, là c'était une question d'égalité filles-garçons, le sujet pendant plusieurs séances, et on s'était heurté à des garçons très difficiles, sexistes, masculinistes, et elles se sont senties en confiance. Elles se sont dit, de toute façon, on aura le soutien puis c'était fin d'année. Donc elles savaient qu'elles partaient aussi du collège, qu'elles allaient au lycée, qu'elles allaient peut-être ne pas recroiser ces garçons-là, mais elles étaient en confiance parce qu'il y avait les adultes qui les avaient soutenues indirectement depuis le départ. Il faut créer un sentiment de confiance. Après, je pense que c'était fin de 3e et que ça joue beaucoup, quoi. Elles partaient, elles quittaient le collège. Je suis pas sûre je sais pas. Si elles auraient été en 4e, vous pensez qu'elles n'auraient pas pu parler? Parce que ce serait dit qu'il resterait encore une année, peut-être que les garçons... peut-être, j'avoue que je sais pas, mais il y a ce sentiment d'insécurité, d'éventuelles représailles. C'est vraiment un sujet compliqué, et moi je reproche énormément à l'État, à l'éducation nationale et aux chefs d'établissement de ne pas prendre leurs responsabilités. Vraiment. Et ne serait-ce que... Il y a une chose d'abord à changer, c'est le système je ne sais pas si ça fonctionne en points, mais en tout cas, on sait qu'un établissement scolaire qui a des conseils de discipline, a des élèves qui sont virés, est mal noté. Donc, le chef d'établissement, la chef d'établissement sont mal notés et voient leur carrière ne pas décoller ou des demandes de mutation qui n'arrivent pas. Il faut changer ça, en fait, parce qu'il y a plein de chefs d'établissement aujourd'hui qui refusent de sanctionner des élèves qui mériteraient d'être sanctionnés, des élèves qui vont au collège filmer leurs professeurs pendant les cours et les diffuser sur les réseaux sociaux. Ça peut être considéré aussi comme une forme de cyberharcèlement, et on ne punit pas, sans aller jusqu'à la punition, c'est pas forcément, mais en tout cas on n'interpelle pas l'élève pour lui faire comprendre que ce qu'il a fait est grave ou ce qu'elle a fait est grave, et déjà changer ça, changer ce système qui a 50 ans, où on dit plus les problèmes sont montrés du doigt dans l'établissement, plus les chefs d'établissement sont responsables. Ouais, que les adultes prennent pas forcément les profs, les profs, je le répète, ils ont suffisamment à faire. Pour autant, quand les profs sont interpellés par des élèves, quand on vient les voir, les élèves viennent les voir pour leur parler de problèmes de cyberharcèlement, il faut là vraiment prendre toutes ces responsabilités. C'est nous les adultes, quoi, c'est à nous de... alors je sais bien que parfois on peut être démunis, mais en tout cas de mettre quelque chose en place. Et ça, l'éducation nationale et les chefs d'étabblement sont encore très en dessous, selon moi. Et on l'a vu dans les récentes affaires, quoi. Les réponses de certains rectorats à certains parents, c'est odieux, c'est insupportable. C'est insupportable. On n'a pas à répondre ça à des parents dont les enfants sont en souffrance. C'est à eux de prendre leurs responsabilités et que les chefs d'établissement assument. Si on est chef d'établissement, si on désire prendre ces postes-là, il faut les assumer jusqu'au bout et protéger les élèves harcelés. Vous pensez que le système est encore assez ancien, on va dire,
Ah oui, il est archaïque de considérer que... il n'est pas à la page, quoi. Il est pas... Ouais, non, mais c'est le plus gêné qui s'en vont, donc c'est le harcelé, la harcelée qui s'en va. C'est assez insupportable, ouais. Ouais, mais ça fonctionne dans toute la société comme ça. Et si on apprend ça à nos enfants dès l'élémentaire, dès le collège, ça va pas. Ça va pas de dire c'est toi la victime, c'est à toi de partir et de trouver un autre. Et puis en plus, on le sait, hein, que ça se reproduit. Les victimes d'harcèlement, de cyberharcèlement, qui quittent un établissement pour un autre, risquent d'être une nouvelle fois harcelés dans le nouvel établissement, parce que ils arrivent comme c'est un nouveau, ouais, les infos vont tellement vite qu'on sait pourquoi ces gens-là arrivent dans les établissements et ça recommence. Donc c'est aux adultes, ouais, de prendre leurs responsabilités, chefs d'établissement et leurs supérieurs, le rectorat, l'éducation nationale en général. Merci Morgane. De rien, merci à vous. Cet épisode a permis à Morgane de partager ses réflexions sur l'importance de la sensibilisation et de l'éducation à la sécurité numérique dès le plus jeune âge. Elle a montré que bien qu'il s'agisse d'un problème complexe, il est possible de le prévenir grâce à des actions concrètes des plateformes numériques pour protéger les jeunes utilisateurs, mais aussi des associations à des institutions par le biais de la sensibilisation et de la formation. À bientôt pour un nouvel épisode.